Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, d'abord on part à la découverte d'un prof pas comme les autres, comme on aime vous les présenter, vous le savez dans l'émission Focus. Aujourd'hui sur Julien Fontagnier. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Milly Adaé qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être l'objet de votre chronique? On va parler d'intelligence financière et ce dès le plus jeune âge. Merveilleux, on voit ça dans un instant. Et puis le 11 mars 2024, l'association 100 000 entrepreneurs lance la 12e édition des semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Plus de 2000 femmes entrepreneurs vont rencontrer des collégiens et des lycéens pour échanger sur leur parcours, booster l'ambition des jeunes filles et des garçons aussi et montrer l'importance de la mixité dans les entreprises. On en parle avec notre invitée du jour, elle s'appelle Joséphine Boulinguez. Bonjour Joséphine. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Vous êtes la directrice des opérations chez 100 000 entrepreneurs. On en parle dans un instant, juste après le Focus. Et on part en ce début d'émission d'abord pour le Japon à la rencontre de Julien Fontagnier. Vous le connaissez peut-être déjà puisque sur YouTube, il est une star. Sa chaîne de cours de japonais a plus de 300 000 abonnés. Le portrait de ce prof, pas comme les autres, avec Xavier Terrade. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble. Et c'est parti pour un cours de japonais avec Julien Fontagnier. Alors, je me présente rapidement, je suis Julien Fontagnier, spécialiste en culture japonaise. J'écris des articles, je fais des reportages, notamment au Japon. Je suis également traducteur, interprète, et j'enseigne le japonais. Sa chaîne YouTube, lancée en 2015, a plus de 300 000 abonnés. Si elle cartonne autant, c'est qu'elle répond à un véritable besoin. Je me suis rendu compte que énormément de personnes, de nos jours, dans notre société française, même francophone, pas seulement les limites de la France, étaient passionnés par le Japon, étaient passionnés par la langue japonaise, que ce soit grâce aux mangas, grâce aux animés, grâce aux jeux vidéo, ou tout simplement grâce à la richesse et la beauté de la culture japonaise. Et je me suis rendu compte surtout que toutes ces personnes, finalement, n'avaient que très très peu accès à l'apprentissage de la langue japonaise. Et ça, c'est un très très gros problème, un problème auquel j'entends remédier. En juin 2022, Julien Fontagnier s'était notamment intéressé aux légumes du potager. La pomme de terre se dit en japonais jagaimo. La carotte se dit en japonais ninjin. Mais l'un de ses plus grands succès concerne sa vidéo dans laquelle il dévoile son tableau des katakana version manga. Elle a cumulé plus de 175 000 vues. J'aimerais vous montrer comment, grâce à votre passion pour les mangas, vous pouvez vous motiver à apprendre le japonais et surtout comment vous pouvez y prendre du plaisir. Et pour illustrer cela, j'ai créé un tableau des katakana version manga. Certaines de ces vidéos ont franchi le cap des 500 000 vues, un nombre qui pourrait bien continuer à grimper car les vidéos de cette petite star 2.0 de la culture manga sont intemporelles et donc toujours d'actualité, même des années après. Allez, autre chose à présent. Vous le savez, chaque année depuis 2013, l'association 100 000 entrepreneurs organise les semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Une opération, vous allez le voir, très ambitieuse, qui permet aux jeunes de 13 à 25 ans de rencontrer des rôles modèles, notamment féminins. On en parle dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Joséphine Boulinguez. Je rappelle que vous êtes donc la directrice des opérations chez 100 000 entrepreneurs. Quelles sont les grandes lignes, l'objectif peut-être principal de cette nouvelle semaine de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat? En fait, il y a 12 ans, très peu de femmes intervenaient auprès des classes, auprès des jeunes. Et donc, les jeunes disaient aux hommes, on ne sait pas si... Enfin, les jeunes filles se disaient, est-ce que vraiment c'est pour moi? Et les femmes se disaient, mais est-ce que moi j'ai la légitimité d'aller auprès des jeunes pour parler de mon parcours? C'est toujours le sujet. Voilà, c'était le sujet. Et du coup, cette action a été lancée pour démystifier ça et permettre aux femmes de se sentir légitimes d'aller parler de leur parcours et des jeunes filles de se dire, ouais, pourquoi pas moi? Alors, vous vous adressez justement à ces jeunes de 13 à 25 ans. Votre objectif est de booster l'ambition de ces jeunes filles notamment. Depuis la première semaine de sensibilisation en 2013, combien de jeunes ont été touchés par vos compagnes? Alors,
beaucoup sur toutes les femmes. On a eu, je crois, 500 000 jeunes sensibilisés par des femmes depuis l'origine de l'association. Donc c'est beaucoup. En tout, c'est 850 000 jeunes qu'on touche parce que l'association a fait des interventions toute l'année. Avec des hommes et des femmes qui interviennent. Et du coup, depuis 16 ans, c'est 850 000 jeunes qui ont été sensibilisés. Et cette année scolaire, on enregistre déjà pratiquement 110 000 jeunes et donc 35 ou 40 000 qui vont être sensibilisés par des femmes. Depuis septembre 2023, donc vous explosez on explose les compteurs. Bon, tant mieux. Milly, vous êtes notre chroniqueuse du jour. Vous avez aussi été, à un moment dans votre parcours, entrepreneur. Et évidemment, vous l'êtes encore, mais surtout, vous êtes entrepreneur au sein de 100 000 entrepreneurs. Vous donnez des conférences avec l'association. C'est vrai. Du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes dans des collèges pour représenter 100 000 entrepreneurs et parler de mon parcours. Et c'était vraiment une expérience enrichissante parce que souvent, on est confronté à des jeunes qui se sentent pas dans les schémas classiques et ils découvrent une autre voie et d'autres possibilités. Et c'est vraiment très enrichissant d'échanger avec eux et de voir leurs yeux pétiller et se dire « Ah, mais je peux faire ça, j'ai tel talent, capacité ou même passion et ça peut m'ouvrir d'autres voies. » Vous l'avez fait dans quelle ville, dans quelle région ? Je l'ai fait dans le 93, au Bourget, au Blanc-Ménil, à Bobigny surtout. C'est important, c'est aussi pour vous des lieux que vous souhaitez de plus en plus approcher ? Oui, tout à fait. Les enjeux de l'association dans les statuts, c'est l'égalité des chances. Donc aller dans les quartiers prioritaires, c'est une chose incontournable pour nous et on y va de plus en plus. On a une autre action qui est sur ce sujet-là, les moins quartiers. Et puis un autre axe qu'on a de développement aujourd'hui, c'est les zones rurales. Trop peu d'associations et de professionnels vont dans les établissements qui sont en zone rurale. Et je fais appel aux enseignants qui sont en zone rurale. Faites appel à 100 000 entrepreneurs. On fera notre maximum pour vous trouver des entrepreneurs proches de chez vous. On ne vous fera pas venir la grande star de Paris, mais on vous fera venir les entrepreneurs du terrain, de votre territoire, qui sauront le mieux parler à vos jeunes. Et d'ailleurs, vous parlez des stars de Paris, mais des stars, en fait, il y en a partout. On va parler des rôles modèles, parce que si la féminisation de l'entrepreneuriat est encore un peu à la traîne, et on va en parler ensemble, c'est notamment, vous l'expliquez, parce qu'encore trop peu de collégiennes et de lycéennes rêvent de devenir entrepreneurs. Il y a donc ce sujet-là des rôles modèles, de ces femmes auxquelles elles peuvent s'identifier, que vous mettez en avant et que vous présentez aux jeunes filles, notamment que vous accompagnez. C'est l'une des clés du succès pour ce changement, peut-être sociétal même, vous l'estimez ? Tout à fait. Il faut vraiment que les femmes aillent beaucoup plus parler, montrer comment elles ont fait, quels ont été leurs parcours, pour que les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, réalisent que c'est possible d'être managé par des femmes aussi. Donc ça, c'est pour ça que nous, on ne fait pas des interventions que pour les jeunes filles, on fait pour les garçons pour tout aussi. le monde. Comme ça, c'est un sujet global. Ouais, c'est un sujet global. Alors aujourd'hui, les femmes ne sont en effet que 24% à travailler dans le secteur du numérique, 11% à occuper des postes à responsabilité, tandis que les filières dédiées au numérique sont occupées à quand même 80% par des hommes, selon les chiffres de la grande campagne de la Journée de la femme digitale 2120. La parité n'attend pas. On manque justement de ces rôles modèles. Aujourd'hui, est-ce que le sujet, c'est plus de convaincre les jeunes filles que oui, elles peuvent devenir entrepreneurs, ou de convaincre les femmes dirigeantes de venir avec vous ? Je pense que les deux. Après, les femmes dirigeantes, maintenant, je pense qu'elles ont pris le pli et elles viennent de plus en plus parler de leur parcours. Les réseaux sociaux le permettent aujourd'hui. Et de plus en plus de réseaux d'entrepreneurs féminins se constituent. Et nous, c'est vraiment avec eux qu'on travaille au quotidien. Quand je parle des mampreneurs, des premières, des femmes de numérique, enfin voilà, toutes elles bougent. Bouge ta boîte, Femmes des territoires, tout ça, c'est des réseaux qui se mobilisent au quotidien pour accompagner ces femmes, parce qu'on sait, l'entrepreneuriat, il faut être accompagné. Oui. C'est important, et les femmes ont besoin également d'être accompagnées, et elles se sentent des fois mieux quand elles sont accompagnées entre elles. Après, chacun fait comme il souhaite. Ça ne peut qu'aider. Voilà. Mais du coup, nous, on s'associe à tous ces réseaux d'entrepreneurs pour que, même les femmes chefs d'entreprise, pour montrer qu'elles ont c'est un réseau de femmes qui emploie beaucoup de salariés. Donc, pour montrer aussi que les femmes, elles peuvent aussi être employées. Elles peuvent employer des salariés et pas juste créer leur propre emploi. Parce que c'est bien aussi de montrer ces rôles modèles qui ont créé des vraies entreprises avec un nombre de salariés important et avec des responsabilités. Donc voilà, tous ces panels, c'est important.
Et vous les présentez effectivement aux jeunes garçons et aux jeunes filles que vous rencontrez quotidiennement dans les établissements scolaires. Il y a un autre sujet aussi, on parle du manque de femmes dans les métiers du numérique, dans les métiers de l'entrepreneuriat aussi évidemment. C'est assez paradoxal parce que justement l'entrepreneuriat s'est énormément démocratisé ces dernières années, notamment avec l'avènement de la Startup Nation par le président Emmanuel Macron. Les femmes, elles ont aussi l'air de plus en plus visibles dans la tech, dans l'entrepreneuriat en général. Elles remportent des prix, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de groupes de soutien aux femmes entrepreneurs. Il y a même des fonds d'investissement qui se créent pour soutenir les femmes qui se lancent. On a l'impression que ça bouge. Est-ce que sur le terrain, vous avez une analyse qui est peut-être un peu différente ? Oui, ça bouge, mais ça sera long. Le temps que la machine se mette vraiment en place. Aujourd'hui, on constate encore trop, même si ce n'est pas péjoratif, mais trop de femmes qui créent juste leur emploi. Maintenant, il faut qu'on passe sur un cap de beaucoup plus ambitieux et avec des vraies entreprises qui sont dirigées par des femmes et qui développent et qui aient des managers plus femmes, etc. Donc, et la mixité, en fait, pour nous, c'est ça qui est important aussi, c'est que c'est pas juste valoriser la femme doit faire mieux, etc. C'est vraiment la mixité qui est importante. C'est pour ça qu'on propose également, pendant ce mois de mars, de faire intervenir des binômes hommes-femmes pour montrer la complémentarité des genres dans le milieu professionnel. Et on sait qu'une entreprise où il y a une mixité qui est grande, elle sera plus performante. Effectivement, de plus en plus de jeunes de moins de 30 ans souhaitent créer leur entreprise. C'est radicalement différent des générations précédentes qui avaient plutôt tendance à privilégier le CDI comme un Graal. Est-ce que les mentalités, là aussi, auprès des jeunes, commencent à changer ? Oui, clairement, on le voit bien que quand on va dans les classes, ils n'ont pas forcément envie d'avoir un CDI et ça fait même peur à certains. Ils se disent la flexibilité, c'est quand même plus simple. On veut voir, on veut tester, peut-être qu'on sweep après. Oui. Et voilà, donc ils sont plus dans un modèle plus souple et le CDI est moins le Graal. Alors, après, ça dépend encore des milieux sociaux, je pense. Ça, c'est important à prendre en compte. Mais ce matin, j'étais à Montreuil dans un établissement scolaire. Et dans la classe, clairement, il y en a plusieurs qui voulaient être à leur compte. Alors, bien sûr, agent immobilier, qui est le number one du métier en vogue actuellement. D'accord. On ne dira pas pour qui, pourquoi, mais on le sait. Donc voilà, ils ont envie d'entreprendre des choses. On sent qu'il y a quand même un changement de mentalité. C'est l'envie parce que j'allais vous demander pourquoi. C'est l'envie de faire, c'est l'envie de gagner de l'argent, c'est l'envie de, je sais pas. Je pense que l'envie de gagner de l'argent, il reste le number one des jeunes aujourd'hui. Et pour eux, c'est plus simple de le faire via l'entrepreneuriat que via le CDI. Et ben en fait, ils voient les réseaux sociaux et ils voient les youtubeurs qui ont réussi en travaillant beaucoup quand même, mais qui ont réussi. Ils voient Stéphane Plaza, voilà, pour le citer. Enfin, ils voient des exemples, ils voient des chefs avec Masterchef, etc. Et du coup, ils se disent, peut-être qu'on peut faire beaucoup d'argent comme ça. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Alors que les salaires des collaborateurs sont des fois moins visibles et donc moins attrayants et les grandes structures ont des fois un cadre un peu strict pour ces jeunes qui ont envie de un peu changer les choses et faire bouger la France. On va continuer à en parler dans un instant. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Me compro, ¿cuáles se me ven mejor? ¿Estos? 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 No, los de arriba, güey. ¿Cuáles? ¿Estos? Sí, esos, güey. Mira, güey, si le quedan a todo fit.
Email, thanks. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de notre invitée Joséphine Boulinguès de 100 000 entrepreneurs. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Joséphine, on va laisser place à la chronique de Milly Adaé qui a une idée derrière la tech. Milly, vous nous parlez donc aujourd'hui de l'éducation financière dès le plus jeune âge. Alors j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. Selon une enquête menée par l'Institut d'études et marketing d'opinion CSA, 91% des jeunes de 15 à 17 ans ont déjà un compte bancaire ou un livret, 61% ont une carte bancaire et 75% reçoivent de l'argent de poche, en moyenne 36 € par mois. L'éducation financière dès le plus jeune âge, c'est donc un enjeu important. Effectivement. Alors Milly, pourquoi est-il important d'éduquer financièrement les enfants dès le plus jeune âge et surtout quel rôle cela joue-t-il dans le développement de leur intelligence financière ? L'éducation financière, c'est comme enseigner une langue. Plus tôt les enfants commencent, plus ils maîtriseront les compétences financières. Il est possible de réaliser des activités autour de l'argent adaptées à toutes les tranches d'âge. Quand les enfants sont petits, il est possible de leur confier quelques pièces en leur demandant qu'est-ce qu'il est possible d'acheter avec ce montant, ou encore leur demander de payer en caisse, récupérer la monnaie, ou même leur montrer comment économiser des petites sommes avec une tirelire. L'objectif avec les enfants, c'est véritablement de créer une connexion directe entre l'effort, l'épargne et l'atteinte d'un objectif. L'intelligence financière, c'est vraiment une compétence qui va leur servir tout au long de la vie. Ça, c'est sûr, et on s'en sert encore maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour les plus grands, Milly ? Si vous avez des enfants ou si vous encadrez des enfants plus grands, vous pouvez vous rendre sur le site lafinancepourtous.com qui propose aux collégiens et lycéens des ressources gratuites avec des mémos, des quiz, des vidéos, vraiment tout pour s'initier à l'éducation financière. Et pour tous les étudiants de l'enseignement supérieur, vous pouvez participer au Grand Prix 2024 de La Finance pour tous. Il vous suffit pour cela de proposer des solutions innovantes pour financer la transition écologique. Les participations se font jusqu'au 11 mars 2024 et vous pouvez remporter jusqu'à 2 000 €. Effectivement, très belle opportunité. Alors, dans quelle mesure, Milly, les écoles sont-elles responsables de l'éducation financière des élèves et quelle est aussi la responsabilité des parents ? La responsabilité est bien évidemment partagée. Les parents jouent un rôle crucial. C'est pourquoi il est important d'avoir des discussions ouvertes à la maison sur l'argent, les choix financiers, la gestion budgétaire au quotidien. On peut aussi faire des jeux à la maison comme les Monopoly et la classique Bonne Paye. Qu'on adore. Voilà. Les écoles ont également un rôle clé car ils sont en charge de délivrer des savoirs fondamentaux dans l'objectif de réduire les inégalités d'éducation. Une collaboration étroite entre les deux parties est donc clé pour former des individus financièrement responsables. D'autant plus qu'à partir de cette année, c'est la grande nouveauté en France, avec le passeport EducFi, l'éducation financière devient obligatoire pour tous les élèves de 4e. Alors justement, Milly, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur ce passeport EducFi ? Comment il contribue à l'éducation financière des élèves en France ? Alors pour donner à tous les mêmes chances, tous les élèves de 4e vont avoir le droit à un passeport EducFi. Comme le présente le Parisien, c'est une sensibilisation aux questions budgétaires qui se déroulera entre le 18 et 23 mars dans le cadre de la semaine de l'éducation financière. Pendant 2 heures, le professeur principal de chaque classe va animer une présentation sous forme de diapositives et de vidéos devant les élèves avant qu'ils puissent répondre à un quiz qui va leur permettre d'avoir le fameux passeport EducFi.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aller un tout petit peu plus loin que cette séance de 2 heures sur l'éducation financière? C'est là où les EdTech entrent en jeu. Pour ne citer que quelques exemples, avec Clézy Junior, vos enfants de 3 à 18 ans peuvent suivre des ateliers en présentiel ou en visioconférence sur l'intelligence financière accompagnés par un coach. Il y a également Money Walkie qui propose un porte-monnaie super mignon et sans contact que l'on peut confier à ses enfants en toute sécurité pour des achats auprès des commerçants. Qu'on a reçu d'ailleurs dans l'école du futur il y a quelques temps. Ah, voilà. Voilà, évidemment. Et enfin, avec PixPay, vos enfants peuvent avoir une carte et une application de gestion dès 10 ans. Donc en conclusion, n'oubliez pas que l'école du futur commence à la maison. La collaboration entre l'école et les parents est cruciale pour préparer nos enfants à devenir des adultes financièrement responsables. Et l'école du futur, Milly, elle s'invente aussi tous les jours avec vous et ici en plateau sur le plateau de l'école du futur sur School TV. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Diffuser l'esprit d'entreprendre, d'initier les jeunes filles à l'entrepreneuriat et les inciter aussi, jeunes filles et jeunes garçons, à être acteurs de leur orientation. C'est important et on continue d'en parler tout de suite avec notre invitée Joséphine Boulinguez. Vous êtes directrice des opérations de 100 000 entrepreneurs. Peut-être pour continuer à parler justement entrepreneuriat, est-ce que tout le monde peut se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, tout le monde ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais nous considérons que tout le monde peut être entrepreneur de sa vie professionnelle. Pour nous, on différencie, parce que entrepreneur ne veut pas dire créateur d'entreprise. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire entreprendre des projets, faire des choses. Et on se dit que les jeunes peuvent à tout moment entreprendre un projet. Leur orientation, c'est un projet qu'ils peuvent mener et ils peuvent être entrepreneurs, donc se mettre en action, se mettre en mouvement. C'est ça l'entrepreneuriat. Après, non, bien évidemment, tout le monde ne peut pas créer une entreprise forcément. Et heureusement, on a besoin de salariés motivés dans les entreprises. Donc, gardons-en certains qui vont être des intrapreneurs et devenir entrepreneur dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Insuffler effectivement l'esprit d'innovation dans les entreprises, et c'est important. Quand les jeunes filles, en tout cas, se lancent dans l'entrepreneuriat, quand elles viennent vous voir à la fin de vos interventions en disant « ça y est, moi j'ai envie de faire un premier pas dans ce bond-là », quelle est leur motivation principale? Est-ce que c'est « je veux avoir un impact positif sur le monde », c'est « je veux me dédouaner d'un CDI », est-ce qu'elles vous en parlent? Oui, elles expriment que c'est de suivre leurs envies aussi déjà, leur passion. Souvent, c'est parce qu'elles ont une passion elles ont une passion dans un domaine et du coup, elles veulent s'investir dans cette passion. Aujourd'hui, on sent dans le discours des jeunes qu'avoir du sens dans ce qu'ils vont faire est beaucoup plus présent qu'avant. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, je pense que c'est ça qu'elle souhaite, c'est trouver du sens et accomplir quelque chose, ou peut-être la flexibilité de créer, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a quand même encore beaucoup de femmes qui créent leur propre emploi, et c'est d'être plus flexible pour organiser leur journée comme elles seules le souhaitent et s'organiser autour d'un travail qu'elles ont choisi. Et c'est important. Ces rencontres que vous permettez aussi lors de votre semaine de sensibilisation entre les dirigeants et les jeunes filles permettent notamment de dézoomer quelque part sur la question de l'orientation absolument cruciale, notamment en classe de 4e et de 3e. Et puis là, évidemment, à l'annonce de Parcoursup, qui est l'actualité pour tous les jeunes. Les entrepreneurs volontaires, pour parler de leur métier et de leur parcours, le font. Ces témoignages, évidemment, ils peuvent inspirer des jeunes, leur proposer aussi un autre modèle d'éducation ou d'enseignement supérieur qu'ils avaient envisagé. On parle notamment de la formation professionnelle qui est clé. Oui, tout à fait. En fait, c'est important parce que nous, nos interventions, elles ne sont pas sur le métier, elles sont vraiment sur le parcours. Et pour démystifier le fait que les jeunes aujourd'hui, des fois, ils ont choisi une option et ils pensent que l'option qu'ils ont choisie, c'est bon, c'est à vie, ils ont les poignets menottés et il va falloir qu'ils restent dans ça toute leur vie. Et du coup, de rencontrer ces professionnels qui vont parler de ce qu'ils ont fait depuis le collège, le lycée, est-ce qu'ils savaient déjà ce qu'ils avaient faire, les études qu'ils ont fait ou pas, les plusieurs métiers qu'ils ont fait. Ce matin, l'intervenant avait fait 10 métiers déjà dans sa vie. Moi, je crois que j'en ai fait 22, une fois j'ai compté. Ah oui. Bon, voilà, je ne sais pas combien vous en avez fait, mais on a fait beaucoup de métiers dans notre vie déjà, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Du coup, pour les jeunes, c'est démystifier le fait que là, Parcoursup les stresse beaucoup parce qu'ils doivent faire un choix. Ou plusieurs choix, mais globalement, ils doivent faire des choix. Et en fait, faire des choix, ça leur fait peur. Alors que nous, on est là aussi pour leur dire, faites des choix, avancez, vous vous tromperez et vous recommencerez. C'est pas très grave, vous êtes jeunes.
Ce que vous valorisez Voilà. aussi, effectivement, Voilà. c'est l'importance de l'apprentissage, de la Oui. formation, enfin de la voie professionnelle. Et du coup, voilà. Et la voie professionnelle est hyper importante. On se rend compte qu'aussi aujourd'hui, les entreprises attendent des alternants dans leurs entreprises. Ils les trouvent beaucoup plus flexibles, malléables, adaptables au monde de l'entreprise. On voit vraiment la différence entre un jeune qui arrive d'alternance et un jeune qui arrive de la voie continue. Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur de la voie professionnelle. En fait, le tout, c'est de savoir ce que le jeune a envie. Il ne choisit pas juste la voie pro parce qu'il n'est pas bon à l'école. Ça ne doit plus être la réalité du terrain. Il doit y aller parce qu'il a une volonté de faire quelque chose en voie professionnelle. Et des jeunes qui sont très bons en classe générale, il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas en voie pro si leur futur métier demande à être sur le terrain et professionnel. Donc oui, en effet, la voie professionnelle a un vrai enjeu à jouer dans l'entrepreneuriat. Il faut en sûr. parler. Effectivement. Vous militez aussi pour rapprocher le monde de l'école et celui de l'entreprise. Est-ce que l'éducation nationale fait assez le job aujourd'hui? Oui, alors donc, nous, on a une convention depuis longtemps maintenant avec l'éducation nationale, qu'on renouvelle régulièrement, donc tout va bien avec ça. Et puis, les rectorats nous aident, relaient l'information sur le terrain, nous met en relation avec les chefs d'établissement. Maintenant, il y a les BDE, les bureaux des entreprises, qui a été créé depuis cette année. Donc ça, c'est aussi une nouvelle porte d'entrée pour nous, pour aller faire rentrer encore plus l'entreprise dans le monde de l'école. Donc on répond à tous leurs besoins et leurs attentes sur ces sujets-là. Donc on est très en lien et oui, les choses ont encore enfin, il y a encore du chemin à faire, mais globalement, l'école s'ouvre au monde de l'entreprise. Bon, et est-ce qu'il y a encore des sujets tabous dans l'entrepreneuriat des femmes, des sujets avec lesquels vous avez envie de batailler, peut-être même de porter jusqu'à ce nouveau gouvernement? Alors, sur l'entrepreneuriat des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de sujets et beaucoup de choses qui sont différentes en fonction du niveau, en fonction du sujet aussi, parce que l'entrepreneuriat des femmes, il n'est pas sur tous les niveaux identiques à celle des hommes. Et il y a un sujet sur les femmes en elles-mêmes, comment elles veulent porter l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'elles veulent en faire. Et puis, il y a l'écoute du gouvernement, des banques, de tout ça. Mais il faut que les femmes soient plus ambitieuses pour que parce qu'on dit souvent les femmes sont moins financées que les hommes, oui. Encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'elles présentent des projets suffisamment ambitieux pour être financées à hauteur? Tout ça, c'est des sujets qui sont régulièrement évoqués dans les conférences entrepreneuriat féminin, des réseaux, etc. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais les choses bougent et les lignes avancent. Je pense qu'on est sur une bonne voie pour que, en tout cas chez nous, chez 100 000 entrepreneurs, les femmes sont là. Maintenant, c'est plus de 50% de femmes qui interviennent dans les classes. Elles sont présentes et elles viennent en parler. Donc nous, on en voit beaucoup et des super profils. Enfin, c'est passionnant. Alors justement, un autre super profil qui est venu récemment dans l'école du futur, c'est Delphine Rémy-Boutan, dont on a parlé en première partie du talk, la fondatrice de la Journée de la femme digitale, qui parlait, je l'interviewais sur justement ce mot, l'ambition. Elle me répondait, l'ambition est un mot féminin qu'il faut se réapproprier et auquel on doit désormais associer une idée, une conduite de vie pour les femmes. Est-ce que l'ambition, justement, c'est un mot peut-être un peu trop associé au masculin? Peut-être, mais après, chacun doit se le prendre comme il est. Chaque femme doit porter son projet. On n'est pas obligé d'avoir des projets ambitieux. Chaque femme ou chaque homme doit porter son projet à la hauteur de ce qu'il le souhaite, sans forcément faire de différenciation. Et pas trop de pression non plus. Voilà, et pas trop de pression non plus. Ouais. Vous mettez en avant chaque année, notamment dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, de nombreuses femmes qui sont toutes à leur manière des rôles modèles. J'ai une question à vous poser, Joséphine, qui est la femme qui vous inspire. Vous avez 4 heures. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup des femmes qui m'inspirent, mais je ne saurais pas dire comme ça, mais. Vous en croisez régulièrement? Oui, on en croise régulièrement. En fait, je dois dire que moi, je suis presque plus inspirée par des femmes que je rencontre au quotidien ou des entrepreneurs comme toi, Mini, qui ont osé le faire alors que ce n'était pas forcément faisable, que celles qui ont toujours eu la possibilité et que c'était plutôt un beau tracé. Donc moi, je suis assez impressionnée par toutes ces femmes qui
qui entreprennent aujourd'hui et qui osent avec tout ce qu'elles ont à côté. J'ai une entrepreneure qui m'a envoyé un message hier en me disant que elle n'allait pas pouvoir intervenir là parce qu'elle était enceinte et entre sa boîte, tout ça, voilà, c'est compliqué. Pour moi, c'est ça qui m'impressionne. Et voilà, et vous en avez un très très bel exemple d'entrepreneur ici sur ce plateau. Elle s'appelle Milly Adey. Merci infiniment, Joséphine Boulinguet. Je rappelle que vous êtes directrice des opérations de 100 000 entrepreneurs. Je vous rappelle la mission noble et qu'il faut saluer de 100 000 entrepreneurs et de tout leur réseau d'enseignants et de dirigeants qui chaque jour s'engagent et se rendent auprès des écoles, des collèges et des lycées. Je rappelle aussi la semaine de sensibilisation des jeunes femmes et entrepreneuriat du 11 au 29 mars 2024. Merci beaucoup. Merci à vous, Milly, d'avoir été avec nous. Bravo pour votre parcours aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.